Titanic 1912. Au matin du 10 avril 1912, le port de Southampton, en Angleterre, était animé d'une agitation inhabituelle. La coque noire du Titanic se dressait fièrement, comme si elle dominait le quai. Les voix de ceux qui partaient, et de ceux qui faisaient leurs adieux résonnaient dans tout le port. Les gens croyaient que ce navire était une porte ouverte vers une nouvelle vie. Le Titanic était alors le plus grand paquebot de passagers au monde. Il fut construit dans les chantiers navals de Belfast, en Angleterre, à la demande de la compagnie White Star Line. Sa coque de 269 mètres de long et ses 4 immenses cheminées symbolisaient le sommet de la technologie humaine. Personne n'imaginait qu'un navire aussi gigantesque puisse sombrer. Les passagers montaient à bord par des passages différents selon leur classe. Les voyageurs de première classe avançaient tranquillement vers les intérieurs somptueux. Les passagers de troisième classe grimpaient en hâte les escaliers étroits, serrant leurs bagages contre eux. Ils prenaient le même navire, mais leur voyage semblait différent dès le départ. Vers midi, le Titanic commença lentement à quitter le port de Southampton. Il devait se rendre à New York, en faisant escale à Cherbourg en France et à Queenstown en Irlande. Le long appel de la sirène remplit tout le port. Ainsi, le navire s'élança majestueusement vers l'Atlantique Nord. Dès le début de la traversée, la première classe baignait dans une élégance quotidienne. Dans la salle à manger, l'argenterie et les verres en cristal scintillaient sous la lumière des lustres. Les passagers savouraient des repas raffinés en échangeant des conversations distinguées. Ici, les dangers de la mer semblaient appartenir à un autre monde. Sur les ponts de troisième classe, une scène simple mais pleine de vie se déployait. Les enfants couraient sur le pont, le visage caressé par la brise marine. Les immigrants s'appuyaient au bastingage, imaginant un avenir invisible au-delà de l'horizon. New York était encore loin, mais l'espoir paraissait tout proche. À l'intérieur, le Titanic ressemblait à une petite ville en mouvement constant. Les membres d'équipage parcouraient les couloirs, transportant diligemment bagages et courriers. Escaliers et ascenseurs reliaient harmonieusement les cabines et les salles à manger de chaque pont. Ce gigantesque navire fonctionnait parfaitement, comme un être vivant qui respirait. Dans la salle radio, les signaux télégraphiques retentissaient jour et nuit. La majorité du travail concernait les messages privés des passagers. Au même moment, des avertissements d'iceberg arrivaient d'autres navires naviguant dans l'Atlantique Nord. Pourtant, ces signaux cruciaux s'accumulaient sans recevoir l'attention nécessaire. Dans la nuit du 14 avril 1912, l'Atlantique Nord était d'un calme inquiétant. Dans l'obscurité totale, sans lune ni vague, la surface de la mer était lisse comme un miroir. Dans de telles conditions, même l'écume blanche d'un iceberg était invisible. Un danger invisible s'approchait du navire, silencieusement mais sûrement. Les vigies, perchées dans le nid de pie, scrutaient l'obscurité avec tension. Mais les jumelles indispensables étaient introuvables. Soudain, une immense masse sombre surgit devant l'étrave. Une main affolée fit retentir la cloche d'alarme 3 fois.
À 23h40, le 14 avril 1912, le Titanic entra en collision avec un iceberg sur la route de l'Atlantique Nord. Pour la plupart des passagers, ce ne fut qu'une légère vibration. Mais sous la surface, plusieurs compartiments de la coque étaient endommagés en même temps. L'eau glaciale de la mer commença à s'engouffrer violemment par les brèches béantes. Juste après la collision, la majorité des passagers pensaient que tout allait bien. Certains continuaient à se promener sur le pont, d'autres retournaient dans leur cabine chauffée. Seuls les membres d'équipage se hâtaient, le visage pâle, pour inspecter la partie inférieure du navire. Le mot naufrage n'avait pas encore été prononcé. Après minuit, les canots de sauvetage commencèrent à être préparés un à un sur le pont. Les gens posaient des questions avec confusion, mais aucune réponse claire ne venait. On répétait seulement la phrase « ce n'est qu'une mesure de précaution ». Pendant ce temps, le navire commençait à s'incliner lentement, de façon perceptible. Selon le principe des femmes et des enfants d'abord, les canots furent mis à la mer. Beaucoup descendirent sans être remplis à moitié. Les voix de ceux qui restaient sur le pont devinrent de plus en plus faibles. Ceux qui se séparaient se regardaient longuement, en silence. Sur une partie du pont, l'orchestre continua de jouer jusqu'au bout. La musique apaisa un instant la peur et la confusion. Dans l'air glacé de la nuit, les mélodies se dispersèrent dans l'obscurité. Le navire s'enfonçait toujours plus profondément dans l'eau, sans pouvoir s'arrêter. À 2h20 du matin, le 15 avril 1912, le Titanic sombra complètement. L'énorme coque se brisa en deux et disparut dans les profondeurs obscures. À la surface, il ne resta que les canots et des débris flottants. La nuit de l'Atlantique Nord retomba dans le silence. Après la longue nuit, la lumière de l'aube s'étendit lentement à l'horizon. Le Carpathia, accouru après avoir reçu les signaux de détresse, arriva sur les lieux. Au total, 710 personnes furent sauvées des eaux glacées. Les voix de plus de 1500 autres ne furent jamais entendues. L'épave du Titanic repose aujourd'hui au fond de l'Atlantique Nord, à environ 4000 mètres de profondeur. Dans le froid des abysses, la coque se corrode lentement et devient une part de l'histoire. Le renflouement demeure impossible tant sur le plan technique qu'éthique. Cette tragédie ne vit désormais que dans les archives et dans la mémoire.